Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter mon mémoire qui porte sur les mobilités douces et leur lien avec les préférences résidentielles des ménages. Alors, débutons. Pour débuter l'histoire du vélo à Montréal. Elle commence dans les années 1890, décennie que l'on surnommera le Bicycle Boom. À ce moment, le vélo fait partie intégrale des moyens de transport à Montréal, comme nous l'indique la carte ici à droite. Carte des pistes cyclables à Montréal en 1897. En 1899, nous assistons à la première course de cyclisme internationale à Montréal. Elle attire 30 000 spectateurs, signe de la grande popularité du vélo. Cependant, le déclin du vélo s'amorce rapidement avec l'arrivée du tramway électrique en 1892 et par la suite de la voiture. Il faut attendre 1970 pour que le vélo reprenne vie grâce au collectif Le Monde à bicyclette. Combiné au choc pétrolier de ces mêmes années, le vélo est remis au goût du jour. C'est alors qu'à la fin des années 1970, nous voyons l'apparition de la première piste cyclable moderne en bordure du canal de la Chine. Aujourd'hui, des initiatives telles que le réseau Vélo Express permettent de croire que la ville atteindra son objectif de 15% de part modal pour les vélos dans les quartiers centraux d'ici 2030. Pour ce qui est de la recherche, elle se fait en deux étapes, visant à répondre à la question suivante. Les habitudes de mobilité des cyclistes font-elles d'eux des profils différents ou particuliers du point de vue du marché de l'immobilier, comparativement aux profils connus usuellement dans la population? Pour répondre, nous avons tout d'abord utilisé l'approche déductive, qui utilise une base de données développée par Sébastien Laure lors d'une enquête auprès de 2000 employés du CUSUM. Ils étaient appelés à répondre à un questionnaire qui pouvait atteindre plus de 85 questions. Le questionnaire en question était divisé en 6 parties. Tout d'abord, on s'informait sur la dernière semaine de travail du répondant et les moyens de transport utilisés pour se rendre au travail. Ensuite, sur le contexte de travail et de résidence. En troisième partie, sur les changements dans les déplacements quotidiens. En quatrième partie, sur les habitudes et préférences de déplacement. En cinquième partie, sur les situations et projets résidentiels. Et pour terminer, sur le portrait sociodémographique du ménage. Une analyse statistique de la base de données a alors suivi. Ensuite viendra l'approche déductive qui se fera à l'aide d'entrevues semi-dirigées d'environ 45 minutes, ciblant divers profils. Les deux approches se complémentent. Mais tout d'abord, il aura fallu faire une large revue de la littérature et développer un cadre conceptuel. La revue de littérature aura permis de faire ressortir plusieurs variables qui ont des effets positifs certains sur la pratique cycliste. De ces effets, nous retenons une plus courte distance entre le domicile et le travail, une plus grande quantité d'aménagements cyclables, une plus grande densité et mixité fonctionnelle de l'environnement bâti, une plus grande sensibilité de l'utilisateur envers la santé ou le désir de faire de l'exercice, et pour terminer, un coût plus faible. Au niveau du choix résidentiel, il est important de noter le phénomène d'autosélection qui mène les cyclistes à être attirés par les quartiers cyclistes, pouvoir attractif qui, selon quelques auteurs, est plus fort que le pouvoir catalyseur d'un quartier cycliste. Ici à droite, vous pouvez observer le schéma de prise de décision. Derrière les choix résidentiels, le schéma de prise de décision derrière les choix résidentiels. Vous remarquerez que 5 bulles ont un contour vert. Ceci car ces caractéristiques du logement ont une incidence sur le choix de mode de transport ou le choix de mode de transport a une incidence sur les caractéristiques du logement. Nous parlons ici respectivement des effets catalysateurs et attractifs. Par la suite, il fallait déterminer qui sont les marcheurs et les cyclistes. Pour ce faire, plusieurs catégories de cyclistes et marcheurs ont été créées, soit les cyclistes fréquents, occasionnels et anciens. Même chose pour les marcheurs. Une fréquence d'utilisation du mode de transport principal de 75% et plus a été fixée pour établir le seuil entre occasionnel et fréquent. Ensuite vient les cyclistes multimodaux, c'est-à-dire les routines de transport qui incluent au moins une fois le vélo. Par exemple, prendre le métro et finir le trajet à Bixi. La notion de multimodalité n'a pas été retenue pour les marcheurs, car les déplacements de plus de 5 minutes de marche devaient être inclus dans la routine de transport. Et donc, les utilisateurs du transport en commun étaient alors aussi très souvent marcheurs. Pour terminer,
Les anciens sont ceux qui ont changé de mode de transport lors du déménagement dans le nouveau CUSUM. Nous sommes maintenant prêts à présenter l'échantillon de l'étude du CUSUM. Tout d'abord, vous pouvez observer à droite la répartition dans l'espace des différents répondants, selon leur mode de transport. Nous remarquerons que les cyclistes et marcheurs sont concentrés dans les quartiers centraux. Les utilisateurs du transport en commun et de la voiture sont beaucoup plus diffus. En ce qui a trait aux caractéristiques de l'échantillon, nous observons plusieurs biais. Tout d'abord, étant dans le domaine de la santé, les femmes composent 78% des répondants au questionnaire. Ensuite, le taux de diplomation universitaire est de 67%, comparativement à 33% pour la CMM. Le revenu médian est de 106 000 $ comparativement à 61 835 $ pour la CMM. Lorsqu'il est question des ports modales, plusieurs différences sont aussi observées, principalement chez les cyclistes et les utilisateurs du transport en commun. En effet, ils sont 8,5% et 48,7% respectivement pour l'échantillon, et 2,1% et 23,5% pour la CMM. La même histoire se répète avec l'agglomération de Montréal, où on observe des scores de 3,6% et 34,5% respectivement. Cependant, dans les quartiers centraux comme le plateau Mont-Royal et Rosemont-la-Petite-Patrie, les passes modales du vélo atteignent 14,5% et 8,8%. Pour le transport en commun, l'arrondissement Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce atteint 46,7% de port modal. Nous pouvons donc dire que les ports modales des travailleurs du CUSUM ressemblent plus à celles des quartiers centraux que le reste de la CMM. Nous sommes alors prêts à procéder à l'analyse quantitative. Comme vous avez pu l'observer dans la slide précédente, le lieu de résidence des répondants a été transféré dans ArcGIS, ce qui a permis la création de nouvelles variables, soit la distance entre la résidence et le CUSUM, la distance de la piste cyclable la plus près, la distance de l'arrêt de transport en commun le plus près, la distance de la station de Bixi la plus près et la densité de population dans le dé du répondant. Ensuite, trois ACP ont permis de regrouper en un plus petit nombre de variables des suites de questions et ainsi faciliter l'analyse, soit l'ACP identité et valeur, dont les suites de questions sont: est-ce que vous vous considérez vous-même comme? Dans quelle mesure êtes-vous en accord avec les énoncés suivants? Ensuite, l'ACP des facteurs résidentiels qui comprend la distance entre le CUSUM et le domicile, la densité de l'AD et la suite de questions. Décrivez les éléments suivants relatifs au choix de votre résidence actuelle. Pour terminer, l'ACP des modes de transport qui regroupe la suite de questions. Que pensez-vous de chaque moyen de transport, même si vous ne l'utilisez pas? Par la suite est venu un long travail visant à établir un portrait descriptif des variables issues du questionnaire, d'ArcGIS et des ACP. Donc, il y avait des variables qu'on a sélectionnées dans le questionnaire, les variables qu'on a créées grâce à ArcGIS et les nouvelles variables créées grâce aux ACP. Ce travail a été effectué grâce aux outils statistiques du Kikarri pour les variables nominales et du TST pour les variables ordinales ou d'échelle. Ensuite, des analyses inférentielles ont été effectuées. Tout ceci a permis de développer plusieurs modèles de régression. Je vous présente alors un résumé des résultats des statistiques descriptives. Les variables ont été regroupées en trois catégories, soit les variables sociodémographiques, de choix résidentiel et composantes de valeur. Pour débuter avec les variables sociodémographiques, nous avons la variable du genre qui est significative et tend vers l'homme pour le vélo, mais pas pour la marche. Ensuite, le niveau d'éducation qui tend vers un niveau d'éducation plus élevé, que ce soit pour la marche ou le vélo. Ensuite, la taille du ménage qui, pour le vélo, tend vers 2 personnes et la marche, 1 personne. Au niveau des composantes d'identité, la composante d'identité familiale est significative, mais surtout pour la marche. La composante d'identité urbaine est significative pour la marche et le vélo, tout comme, non pas tout comme, et la composante d'identité de professionnel en santé est significative pour le vélo,
mais surtout pour la marche. Sans rappeler que ceci est seulement le résumé des variables significatives. Plusieurs autres variables non significatives sont exclues de la présentation. Ensuite, nous avons les variables de choix résidentiel. Tout d'abord, le type d'habitation, qui pour le vélo à la marche tend beaucoup plus vers les appartements et les maisons de ville pour la marche. Ensuite, la distance des stations de Bixi, qui en étant plus petite est très significatif, que ce soit pour le vélo et la marche. En fait, le nombre de stations de Bixi semble être un très bon indicateur pour déterminer ce qu'est un quartier marchable ou cyclable. Ensuite, les composantes résidentielles. Nous avons la variable de qualité urbaine, qui est significative pour les marcheurs et cyclistes, et la variable de proximité du travail, qui est très significative pour les marcheurs et les cyclistes. Ensuite, au niveau des composantes de valeur, il y a la variable de flexibilité urbaine, qui est significative pour les marcheurs et cyclistes, mais surtout pour les cyclistes. Et pour terminer, la catégorie des modes de transport. Tout d'abord, un plus faible nombre de voitures est significatif dans le cas des marcheurs et des cyclistes. Ensuite, le désir de limiter son impact sur l'environnement est significatif pour les marcheurs et les cyclistes. Ils sont aussi significativement plus nombreux à considérer que leur mode de transport est économique et aussi très, très significativement plus nombreux à considérer que leur mode de transport est un choix bon pour la santé, encore si on parle des marcheurs et des cyclistes. Les temps de déplacement sont aussi plus courts pour les marcheurs et pour les cyclistes. Pour terminer, nous avons les composantes de vision de mode de transport. Deux variables sont significatives, la variable pro-transport actif et anti-voiture. Dans le cas de la variable pro-transport actif, elle est significative pour les marcheurs et pour les cyclistes. Et les anti-voitures, surtout, en fait seulement pour les vélos, ce n'est pas significatif pour les marcheurs. Toutes ces observations confirment largement ce qui a été observé dans la littérature et dont on a fait mention au début de la présentation. L'analyse descriptive a permis de sélectionner plusieurs variables afin de créer des modèles de régression multinomiale. Avant d'arriver au modèle final, nous avons créé des modèles de régression multinomiale pour chacune des trois catégories précédentes et resélectionné encore un nombre de variables réduit pour en arriver au modèle final avec les variables les plus significatives. Il en ressort alors qu'il est difficile de prédire les cyclistes. En effet, le modèle a permis de prédire seulement 37% des cyclistes comparativement à 48% pour les marcheurs. Et le modèle est, pour l'ensemble du modèle, c'est 71,9% de l'ensemble des répondants que le modèle a pu bien prédire. Toutefois, malgré cette faible taux de prédiction pour les cyclistes, nous pouvons toutefois faire plusieurs observations. Tout d'abord, nous observons que les composantes d'identité ont des effets significatifs bien moindres que les composantes résidentielles. Ceci confirme alors que les effets catalyseurs ou attractifs forts de l'environnement bâti sur le choix de mode de transport. Il est aussi intéressant de noter que pour les cyclistes, le souci de l'environnement n'est pas une variable significative, alors que celle de la santé l'est fortement. Nous notons aussi la faible possession automobile significative pour les cyclistes. Quant à elle, la composante de flexibilité urbaine est parmi les plus significatives et peut-être même la plus significative pour les cyclistes. Nous passons maintenant à la conclusion de l'analyse quantitative. Comme nous l'avons tout juste mentionné, la recherche permet de démontrer les effets attractifs et catalysateurs de l'environnement bâti. Pour conclure, bien que les cyclistes aient une claire préférence pour les quartiers denses et où l'on peut vivre sans voiture, ceci ne fait pas d'eux un profil nécessairement très distinctif d'utilisateurs du transport en commun au niveau des choix résidentiels. Cependant, nous pouvons nous demander si les caractéristiques du logement en soi peuvent attirer les cyclistes. Nous observons par exemple que les cyclistes sont beaucoup moins nombreux à habiter dans des immeubles de plus de 3 étages. La prochaine diapositive nous permettra d'explorer ce sujet et plusieurs autres.
À la lumière de ces conclusions, l'objectif des entrevues semi-dirigées sera d'aller plus en profondeur dans les caractéristiques du logement et de la relation entre le choix résidentiel et le choix de la mobilité active. Ce qui permettra peut-être d'établir un profil immobilier différent pour les cyclistes. Le recrutement pour ces entrevues visera différents profils de cyclistes, soit des cyclistes de banlieue, des quartiers centraux est-ouest et excentrés, des cyclistes avec enfants et sans enfants, des hommes et des femmes préférablement 50-50, des cyclistes aguerris et occasionnels et des cyclistes de 3 groupes d'âge. Je vise une douzaine d'entrevues d'environ 45 minutes. L'entrevue se fera en 4 parties. Les habitudes de transport et les raisons du choix de mode de transport, le détail des choix résidentiels et les caractéristiques du logement idéal, l'opinion sur les différents environnements bâtis et les questions d'ordre sociodémographique. À ce jour, 8 entrevues ont été réalisées de plus que 7 verbatim. Je peux vous parler pas des conclusions, mais des observations à date. Principalement, nous observons que les cyclistes sont pratiquement toujours multimodaux, car il y a toujours une situation où ils devront utiliser un autre mode de transport. De plus, souvent, s'ils sont en couple, la compagne ou le compagnon ne font pas nécessairement du vélo. Donc, c'est ce qui aide à expliquer pourquoi il n'y a pas de très grande différence entre les utilisateurs du vélo et du transport en commun, car ils sont un peu limités par leur multimodalité, ou le fait que leur compagne ou compagnon ait un mode de transport différent d'eux. Donc, on va revenir avec des conclusions encore plus éclairées à la fin de ces entrevues, mais pour l'instant, c'est encourageant. Donc, merci d'avoir écouté cette présentation et j'attends vos questions avec beaucoup d'intérêt. Merci pour l'enregistrement, merci pour la présentation. Il est 13h30, mais on a le temps pour quelques commentaires ou questions, s'il y en a. Donc, à vous la parole. Donc, je vois qu'il n'y a pas de... Il n'y a personne qui se manifeste. Moi, j'ai une question, en fait, pour toi, Benjamin. C'est plutôt étonnant de voir, en fait, que disons, les motivations ou l'importance, en fait, des questions environnementales semblent pas trop présentes, mais plutôt celles liées à la santé. Donc, autrement dit, les avantages du vélo ou les motivations à faire du vélo semblent être plus individuelles que sociales ou que collectives, en fait. Est-ce que tu verrais des pistes pour ta partie plus qualitative à aller voir? Parce que c'est plutôt surprenant. On fait souvent l'assimilation, ou en tout cas, on fait le lien. C'est peut-être plus clair entre les gens qui seraient motivés par l'environnement puis à choisir les mobilités douces, alors que finalement, quand tu regardes les vélos, c'est pas tant l'environnement que la santé. Qu'est-ce que tu verrais comme piste pour la suite là-dedans? C'est ça, dans mes entrevues à date, l'ordre des raisons pourquoi on fait du vélo, c'est pratique en premier, deuxième santé, 3 ou 4e environnement, puis des fois le coup, il vient jouer. Donc, ça brise peut-être un peu comme cette image-là de que l'environnement est la raison pourquoi on ferait du vélo, quoi. J'ai même une personne qui était très pro-environnement, mais qui me dit que si le vélo polluerait plus, que sa voiture continuerait d'utiliser le vélo. Donc, c'est pour montrer à quel point, des fois, l'attachement au vélo est fort parce que
ou si c'est un mode de transport qui en n'a pas les inconvénients de la voiture, puis il n'y a pas les inconvénients du transport en commun, donc porte à porte et rapide. Puis les gens, c'est ça, ça devient c'est plus les raisons pratiques pourquoi les gens l'utilisent au final, quoi. Donc, tu es tombé, en fait, pour l'instant, en tout cas dans la base du CUSUM, sur des gens qui ont un rapport très, très, soit fonctionnel ou très, très lié à leur santé. Plus finalement, on pourrait dire, peut-être en caricaturant, plutôt qu'aller au gym, ils vont travailler en vélo, puis ça fait l'affaire. Mais ce qui est plutôt, ce qui est plutôt pas attendu, en fait, quand on regarde des gens qui se disaient peut-être convaincus, puis on peut, avec la structure du marché immobilier, se dire que quand ce sera le temps d'accéder à la propriété, les motivations du vélo, on peut en faire l'hypothèse, risquent de tomber au profit, surtout si on inclut le ménage, si on inclut les conjoints, puis les enfants, que peut-être le vélo va perdre un peu de son poids au profit d'un projet résidentiel ou en tout cas d'accéder à la propriété. Mais ça c'est plus un commentaire. Jean-Philippe, peut-être, avant de terminer, peut-être une dernière question. Oui, en fait, je ne sais pas si c'est une question ou je voulais juste faire un commentaire. Quand on parle du vélo, il y a souvent deux caractéristiques que je trouve fondamentales à prendre en compte, surtout dans le contexte montréalais. La première a été quand même bien prise en compte, je pense, c'est l'effet du biais de sélection. C'est-à-dire que, du moins, ça a été exploité. C'est-à-dire, est-ce que les cyclistes font exprès d'aller s'installer là où ils peuvent faire du vélo? Donc, finalement, ce n'est pas l'environnement qui les pousse à faire du vélo, mais bien le fait que d'abord, ils voulaient faire du vélo. Je pense que ça a été bien traité dans la mesure où on comprend que le cycliste, des fois, il est en couple. Puis de toute façon, il est multimodal, fait que son choix de localisation n'est peut-être pas déterminé tant que ça par le vélo finalement, puis il va faire du vélo juste s'il a la chance de pouvoir le faire à partir d'où il va habiter. Et puis, la question de la multimodalité, ça s'allie au deuxième point que souvent je souligne. À Montréal, on n'a pas un climat nécessairement propice à faire du vélo 365 jours par année complètement. Donc, il y aura toujours des cas où le vélo est soit impraticable ou, disons, difficilement praticable, là, où ça devient presque un acte militant que de faire du vélo là, à certaines journées. Là. Donc, je ne sais pas si tu veux élaborer un peu là-dessus, parce que tu n'as pas parlé de l'effet climat, là, mais tu as parlé du fait qu'il était multimodaux, mais j'imagine que ça a un lien avec notamment le climat, à moins que je me trompe. Je ne sais pas si tu peux élaborer sur cette question-là. Oui, la raison pourquoi ils sont multimodaux, souvent ça a rapport avec le climat. Puis aussi l'histoire de s'ils vont avec des amis en quelque part, ils vont utiliser le métro, ou s'ils vont souper avec leurs copains ou copines, peut-être qu'ils vont y aller en voiture ou en métro. Puis il y a un autre point important, c'est le communauto, qui ressort comme vraiment un peu un outil indispensable pour justement pallier au moment où le vélo n'est pas assez, quoi. Il va pas... justement, où il faut le lâcher, où il fait moins 20. Les enfants ne veulent pas aller à l'école en vélo quand il fait moins 20, quoi. Donc, des fois, ils rentrent dans le communauto. Ça sera de belles pistes à explorer pour le Cali, c'est-à-dire la station Bixi, l'accessibilité de stations communautaux, les pistes cyclables, tout ça, c'est des éléments qui peuvent entrer dans le choix éventuellement. Peut-être pas tant d'être cycliste, comme on dit, mais d'être multimodal, puis d'être flexible. Là. Ça pourrait être intéressant de mettre ça de l'avant dans la discussion des entretiens pour voir combien ça peut peser dans le choix, peut-être plus ou moins éloigné du lieu de travail. C'est sûr que dans les entretiens, là, tu n'es plus lié au CUSUM, mais tu es lié
au lieu de travail des gens que tu réussiras à recruter. Mais je pense que ça peut être intéressant de voir quel poids que ça peut peser, sachant qu'il y a plein de promoteurs qui jouent sur ces variables-là, en fait, quand ils mettent en marché, puis quand ils présentent leurs produits immobiliers, c'est des éléments qui rentrent souvent dans le discours, en fait, de promotion. Puis ça peut jouer dans les choix éventuellement, probablement, puisque c'est mis dans la pub, donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait un effet. Donc, s'il n'y a pas d'autres commentaires, ben, je vais vous remercier pour la séance de ce midi, puis vous donnez rendez-vous pour demain, la dernière, où on aura aussi trois courtes présentations comme ce midi.